N'hésitez pas, c'est vraiment le moment. Comment tu trouves tes niches? Alors, c'est totalement à côté du SEO. Concrètement, la radio, la télé, vous êtes dans une salle d'attente chez le dentiste, chez un médecin, vous regardez le magazine, vous voyez un sujet, vous dites tiens, est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas, est-ce qu'il n'y aurait pas un produit à vendre? Est-ce que les gens font pas beaucoup de recherches sur ce thème et auquel cas je monte un petit site, je mets de la pub dessus ou de l'affiliation et voilà quoi. Après il y a des outils spécialisés, mais là il faut vraiment être dans une optique de niche. Mais c'est simple, de toute façon, mes meilleurs sites de niche qui ont fonctionné, c'est ma femme qui me les a donnés. Elle est enseignante, elle me dit dis donc, les gamins arrêtent pas de me parler de ça, est-ce que tu connais? Absolument pas. Je vais en donner une. Elle est connue, celle-ci. Dans la salle, est-ce qu'il y en a qui ont des enfants? Levez la main vite fait. Ok. Les zouzoupettes, ça vous parle? Voilà. Et donc, on était à un repas de Noël en famille et ma femme me dit tu devrais faire un site sur les zouzoupettes. Je lui ai dit comment? Les quoi? Elle me dit ouais, c'est un truc aux États-Unis, ça cartonne, les enfants n'arrêtent pas d'en parler, etc. Ok. Bon, le lendemain. Acheter le nom de domaine, monter le site. Je me suis dit pendant une semaine, tous les jours, je me lève 1 heure plus tôt et tous les jours pendant 1 heure, je faisais une petite page. Je me suis pas fait chier, j'ai pris un site américain, j'ai regardé les descriptifs de produits, traduction, correction de quelques fautes, et puis un petit site optimisé comme ça. Et le site m'a rapporté pendant 2 ans presque 700 € par mois. Alors, moi j'ai un autre exemple beaucoup moins glamour, vous aurez compris que moi je suis pas tellement dans le glamour. Non, pas du tout. L'exemple d'un collègue qui, lui, en regardant la télé à une certaine heure, avec des programmes plutôt pour les seniors, une pub pour les couches pour les adultes. Voilà, ça paraît complètement voilà, et un site là-dessus pour vendre en ligne. Et en fait, il y a un public qui a besoin d'acheter ça et qui ne veut pas forcément se déplacer dans les magasins. Il y a des volumes d'achat qui sont énormes, mais c'est une niche particulière auquel personne ne pense forcément. Et donc, ça fait des très très gros volumes de vente et il y a des personnes qui en ont vécu voilà, l'équivalent d'un salaire complet pendant un certain temps, juste sur cette simple niche. Voilà. Et le produit lui-même ne vaut pas très cher. C'est pas un problème voilà, c'est surtout sur un volume de personnes qui n'osent pas commander autrement. Et si on est seul sur le marché, c'est gagné. Je confirme, j'ai un client dans la thématique actuellement. Et non, mais il n'y a aucun souci. Clairement, ouais, on est sur des produits qui parfois ne valent absolument pas très cher. Et du coup, c'est là où le thème de la niche devient intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de SEO qui fonctionnent en regardant simplement en termes soit de volume de recherche, mais surtout en termes de gains directs par vente derrière. Et forcément, quand je reprends mon cas là sur les zouzoupettes, quand je faisais de l'affiliation par exemple avec Amazon, la vente d'un zouzoupette me faisait 70 centimes. Ouais. Sauf que voilà, vous multipliez ça, parfois, j'en sais rien, il y avait presque 20 000 visiteurs qui venaient sur le site. Donc le truc, c'est juste la compilation du volume de recherche avec ça. Et là, typiquement, on a ça. Quand je discutais avec mon client, donc qui a un site sur l'incontinence, on a fait un peu le tour justement des profils de public, donc senior, etc. Il m'a dit ouais, bon bah il y a un autre profil aussi qui est intéressant pour nous où on fait de la vente. Okay, j'ai cherché. Je trouvais pas. Il me dit il y a quelques pratiques déviantes où en fait les gens adorent mettre dans la vie courante des couches comme ça pour se faire dessus. Je dis, okay, écoute, on parle de niche, on a dit sans langue de bois. J'ai dit sans langue de bois, c'est sans langue de bois. Et franchement, je ne veux pas parler de sensé parce que peut-être qu'il y a des personnes qui le font dans la salle, mais spontanément, est-ce que c'est le genre de thématique sur lequel vous penseriez aller positionner un site pour faire du trafic et de l'argent? Je veux bien être tordu, mais j'étais encore jamais allé jusque là. Donc voilà. J'ai les photos et la chaîne YouTube si tu veux, mais mes filles, c'est mes filles qui faisaient les tests sur les zouzoupettes. D'autres questions? Au bout de combien de temps on peut savoir si le dev qu'on a fait sur le site est bon ou mauvais pour l'avancement? Avant de le commencer, généralement. Mais vraiment, hein, il faut vraiment que c'est le rêve qui guide tout le reste.
pour le plan technique, parce qu'il est extrêmement dur de revenir en arrière et c'est très très coûteux. En plus, ça implique d'autres personnes, des susceptibilités, etc. Il vaut mieux prendre ça en compte dès le début. Et l'ordre d'intervention, généralement, c'est marketing, référencement, développement, et puis après le reste, quoi. Et c'est étonnant, moi je suis pas du tout dans le marketing. Le marketing d'abord, c'est le point le plus important, parce que votre objectif, c'est quand même de gagner de l'argent avec votre site web d'une manière ou d'une autre. Voilà. Ah bah... Alors après là, non, ça va vraiment. Alors, il y a des effets de temporalité, parce que si c'est quelque chose qui a été fait qui peut donner lieu à filtrage, ça va dépendre ça peut être 6 mois plus tard, parce que voilà, le filtre il passe que 6 mois plus tard. Par contre, la plupart du temps, je sais pas, c'est quand même 1-2 mois maximum. Enfin, je sais pas, moi je me tourne vers. Une erreur de dev, Marie en a parlé tout à l'heure. Vous faites une refonte de 6, un nom index. Celui qui il faut monitorer derrière, ça c'est une certitude, mais tu t'en rends très vite. Tu regardes le trafic plus lent. Voilà, après, il faut mettre dessus, ça c'est autre chose. Et c'est aussi vrai pour les choix technologiques. En ce moment, il y a des technos qui sont très à la mode, les SPA notamment, Single Page Application, comme AngularJS. Donc AngularJS, c'est une techno qui permet de simuler un petit peu le comportement d'une appli, mais sur un site web. Alors c'est très bien, ça permet de faire des sites ergonomiques qui sont rapides, qui chargent bien. Hop là, bravo. Bon, il y aura un... Et donc ça, c'est des technos full JavaScript que Google ne prend pas en compte. Donc là, tu peux attendre une semaine, 6 mois, 1 an, tu feras 0 trafic, quoi. Et donc ça, c'est un choix techno qui a été fait avant, si le SEO n'a pas été mis dans la boucle. Et tu pourras jamais faire de SEO avec ça. On est encore très 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 loin du compte. On est encore très loin du compte. Moi, je me suis j'ai vu des métadescriptions adopter directement un code qui était purement écrit en JavaScript, qui était le disclaimer pour les cookies CNIL, et malheureusement, il est passé très vite en indexation. Donc ils le lisent pour les snapshots un peu plus. Ils ont des nouvelles, par exemple, on voit sur les noms des robots qui viennent nous attaquer, on voit des snapshots, on voit des choses qui sont différentes des crawlers comme avant, qui disaient le code et qui... Mais sur le JavaScript, la plupart des moteurs réussissent à bien lire le JavaScript qui est fait honnêtement et raisonnablement. Après, on s'en sert encore pour cacher des liens, etc. Et ça marche, donc il ne sait quand même pas tout lire, quoi. Mais si on fait des choses raisonnables, il peut le lire. Est-ce que quand on crée un site et qu'on l'expose tout de suite, même si on dit qu'il faut de marché, market, est-ce qu'il y a un indicateur, est-ce que le fait de rentrer comme ça avec un tout nouveau site, si on a plus ou moins mal fait les choses, on va être pénalisé, on va avoir plus de mal à remonter ensuite, ou est-ce qu'il y a un effet de démarrage? Guillaume, tu dis que oui? Moi je dis que oui. Je précise juste une chose, moi je suis absolument pas développeur, HTML, rien, moi je suis web marketeur pur et dur. Donc voilà, nous on l'a constaté que effectivement avant on avait tous une tendance à essayer de lancer vite les sites et ensuite travailler tout ce qui était optimisation, référencement, etc., etc. Et on se rend compte que quand ça part clean, ça va beaucoup plus vite. Et par contre, quand ça part pas clean, on fait toutes les modifs, mais ça prend du temps. Il y a toujours un petit décalage. On a constaté un autre truc sur les délais. Nous, on a une théorie sur les désindexations, pénalisation de Google, où on aura un délai. Parce qu'en fait, on avait récupéré, il y a des années, on avait un client dans le rachat de crédit immobilier, mais qui avait un site c'était l'époque où Google ne faisait pas il n'y avait pas les synonymes, il n'y avait pas la lématisation. Donc il avait des pages avec écrit rachat de crédit immobilier, prêt immobilier, enfin il y avait la totale, et donc il s'est retrouvé en duplication complète. Et le site s'est fait dézinguer il y a 2 ans. Il est reparti cette année, il n'a pas changé une virgule sur son site, le site est reparti en flèche. Il n'y a pas un lien en plus, il n'y a pas une virgule changée. Et donc je pense qu'il y a des sortes de délais qui doivent traîner quelque part. Voilà. Et apparemment, sur des désindexations, ils ne sont pas courts les délais. J'aime bien comparer Google souvent à une action humaine, et j'avais fait un article justement sur la théorie de la première impression. Quand tu rencontres quelqu'un, tu vois cette personne, sans qu'elle t'ait parlé, sans quoi que ce soit, tu te fais tout de suite une impression sur cette personne. Moi, c'est ce que j'explique à mes clients.
considérez que Google, c'est la personne qui va rencontrer votre site pour la première fois. Donc autant lui présenter quelque chose de propre et clean directement, d'autant plus que la première fois que Google rencontre un site, il va chercher à le classifier pour faire dans la suite de Sylvain. Typiquement, j'en sais rien, il va regarder est-ce que c'est un site, on va dire un site à contenu, un site de vidéo, et dès le départ, il va se faire une première impression qui va chercher à confirmer par la suite dans le temps. Donc souvent, il vaut mieux, j'en sais rien, retarder d'1 mois, 2 mois et de lancer quelque chose qui est propre, fini, enfin pas complètement terminé, mais au moins propre et continuer dans la suite. Perso, j'ai vu des bons résultats comme ça, alors que c'est vrai que certaines fois, après, tu as une petite histoire de tampons, etc. Quand tu es mal parti, déjà, il faut bosser en catastrophe, en urgence, parce que souvent, le client n'est pas content, tu n'as pas les résultats qui étaient escomptés, et donc forcément, derrière, tu rames, quoi. Dans le cadre des sites de niche, est-ce qu'il faut être présent sur certains réseaux sociaux de façon obligatoire, en plus du site de niche? Où se trouvent les clients de ta niche? Donc, tu me parles. Après, voilà, ouais. T'as deux aspects. T'as soit l'aspect final de toute façon, c'est que ton site te rapporte de l'argent, d'accord? Donc pour ça, il faut impérativement une action d'un humain à un moment donné. Ça peut être un clic sur une publicité, ça peut être une vente si c'est une petite boutique que tu as montée ou je sais pas quoi. Donc tu as cet aspect-là. Donc forcément, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, tu as un truc assez girly avec plein de photos, etc. Instagram. Ça marche plutôt pas mal, ça va drainer du trafic, derrière tu sais que ça va pas trop mal convertir. Après on peut se poser la question de est-ce que les réseaux sociaux servent à quelque chose dans mon référencement? Parce qu'il y a un impact direct sur le fait que, je sais pas, je tweete ma page de produit, mon super zouzoupette pas cher, etc. Est-ce que ça va le faire monter dans les SERP? Ça c'est autre chose. C'est ça la question. Est-ce que, par exemple, il est impossible aujourd'hui de ne pas avoir un compte Twitter associé sur lequel on tweet son post, un compte Facebook, il faut être sur certains réseaux de façon obligatoire? Il est clair que même si c'est pas pour ton référencement pur et dur, c'est pour ton image, ta marque, qu'on te reconnaisse, que tu te fasses voir et que tu communiques. Est-ce que c'est un facteur on peut réfléchir, quand tu regardes le contenu de ces pages-là, de ces réseaux sociaux, tu regardes les liens qui sont faits vers chez toi. Est-ce qu'ils sont redirigés vers un tracker? Est-ce qu'ils sont en follow, no follow? Est-ce que la redirection c'est un 301? On peut quand même supposer que c'est un bon signal d'avoir des comptes sociaux qui publient régulièrement avec une communication adaptée en fonction d'Instagram, en fonction de Pinterest si vous voulez un peu de qualité, du Tumblr, ça marche bien les Tumblr, hein. Y a même des moyens d'alimenter des Tumblr en automatique avec des filtres sur Twitter. On nous avait expliqué ça dans un superbe événement. Il y a des moyens de pas trop te prendre la tête non plus sur la publication de tous tes contenus sociaux. Je pense que ça... Je vois des noms. Surtout pas l'automatisation. Moi j'ai reçu vraiment alors pour l'expliquer clairement, Twitter avec un filter URL ou image, tu es sûr d'avoir un lien et une image. Derrière, tu sais que s'il remonte dans ton feed Twitter, c'est qu'il est très liké. Et très liké, s'il n'est pas encore sur Instagram et que c'est toi qui le postes sur Instagram, boum, derrière, tu es le premier à le mettre sur Instagram. C'est ça l'automatisation. Bien sûr que, après tu pourras étayer, mais écrire... Il faut absolument pas automatiser. Je veux dire, le principe des réseaux sociaux, c'est d'avoir un aspect humain, d'avoir, ce que tu fais pas sur ton site, quoi. Voilà, si la personne visite ton compte Twitter pour avoir exactement le copier-coller que tu as sur ton site, il n'y a strictement aucun intérêt. Là, je suis 100% d'accord avec toi. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais par contre, dans d'autres objectifs, typiquement. Moi, sur certaines niches, je constate que les gens ne recherchent même plus sur Twitter, par exemple, sur Google ou d'autres moteurs. Ils vont faire, par exemple, une recherche des fois sur Twitter. Et donc là, tu alimentes des comptes automatiques à Twitter avec des liens d'affiliation, des trucs comme ça. Et derrière, tu as les commissions qui tombent sans rien faire, quoi. Donc après, voilà, ça dépend vraiment de l'objectif. Exactement. Je veux juste finir pour le monsieur qui a posé la question là sur l'impact des réseaux sociaux. Le truc qui est intéressant, c'est est-ce que pour toi c'est naturel qu'un site reçoive beaucoup de liens d'un seul coup, ce qui veut dire entre guillemets par exemple un mini buzz, et qu'on en parle absolument nulle part ailleurs, sur les réseaux sociaux, que ce soit pas relayé, etc. Pour moi, ça vient confirmer, si tu veux, et appuyer par exemple l'hypothèse que Google pourrait se dire, si tu veux,
il va peut-être se dire, ah bah ok, il reçoit beaucoup de liens, mais en même temps on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, donc peut-être que cette personne ou ce site a fait quelque chose de remarquable, et auquel cas c'est totalement légitime. Après, si tu as juste un afflux de backlink qui vient de nulle part, que le site était mort depuis 3 ans, il n'y a jamais rien eu de fait, il n'y a pas de refonte, voilà. Après, c'est mon point de vue perso, je sais pas. Je crois avoir vu passer, vous allez confirmer ou pas, que les tweets allaient être à nouveau indexés dans Google, et rien que pour ça, ça vaut le coup voilà, d'automatiser. Ouais, et alors moi je vais revenir encore sur la casquette anti-spam justement, c'est que on a tendance à dire est-ce que les réseaux sociaux m'aident pour le positionnement? La question c'est est-ce que ne pas y être, ça ne m'aide pas? Et effectivement il y a beaucoup de filtres qui sont là pour regarder la typologie des liens et regarder ce qui n'est pas normal. Et c'est pas normal d'avoir une acquisition de liens absolument massive depuis l'extérieur sans réseaux sociaux. Je rejoins Raph parce qu'il y a des filtres automatisés qui le font. Alors, moi, je rajoute déjà juste une chose, c'est la conférence que j'anime en fin d'après-midi sur les liaisons entre référencement, AdWords, Ads, etc. Voilà. Non, mais il y a un truc tout bête. Analytics, Google Analytics a modifié, enfin Google a modifié il n'y a pas si longtemps que ça tous les systèmes de canaux, de visibilité des canaux dans Analytics, et on voit bien que les réseaux sociaux maintenant, l'onglet il est costaud, il est de plus en plus important. Pour Google, c'est à mon avis un excellent signe que sont les réseaux sociaux parce qu'ils sont moins, pour le moment, manipulables, et en tout cas par rapport au linking, à tout ce qui a été fait en linking, c'est moins manipulable. Et en tout cas, la manipulation se détecte quand même beaucoup plus facilement. Donc les réseaux sociaux, ça devient quelque part... Nous, on est à l'agence, moi je dois être le seul taré qui fait du référencement depuis des années, j'ai jamais fait un lien de ma vie. J'ai jamais fait un linking, rien. J'ai jamais supporté cette activité. J'ai toujours fait du marketing et du web marketing. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, le seul linking qui performe du feu de Dieu, c'est le social media. Et quand la partie social media se développe bien, ça marche très très bien pour les sites. Là-dessus, pas trop de doute. Qui arrive, quoi. La génération d'en dessous, qui sont très très friands des réseaux sociaux, qui sont partout tout le temps. C'est vraiment. Ça amène du trafic. Ça amène un max de trafic au site. Hein. On est des vieux maintenant, nous. Expérimenté. Ouais, c'est ça. Sage, ouais. Non, vieux, pas encore vieux sage, que là. Putain, merde. Bon, ensuite, juste pour conclure sur la question, parce que la question initiale, c'était est-ce que quand on fait un site de niche, il faut absolument être sur les réseaux sociaux? Moi, je connais aucun site de rachat de crédit qui est naturel sur Facebook, quoi. Donc, Par contre, tu payes de la pub peut-être? il y a peut-être de la pub, ouais, c'est possible. Mais pour moi, la réponse, elle est non. Tu n'es pas obligé de t'inscrire sur les réseaux sociaux si tu as un site de niche. Dans le rachat de crédit, c'est pas naturel d'être sur Facebook, sur Pinterest et sur Twitter, quoi. Du rachat de crédit dans la rue, c'est souvent... Vous avez compris qu'il y a des requêtes qui sont très très ciblées. Qui sont vraiment, si vous voulez faire un peu de rétro-ingénierie sur ce que font les SEO, si vous autorisez, parce que maintenant on a des moyens de moins vous montrer... Allez dans des requêtes comme ça, là, rachat de crédit, Tourbier Paris. Assurance. Voilà, ça c'est des requêtes. Vous prenez les 3-4 premiers sites, vous les balancez dans des applications comme nous avons fait là tout à l'heure, SEO Observer ou d'autres, et vous regardez un peu comment ils fabriquent leurs liens, soyez curieux, regardez leur contenu, essayez de changer de user agent, juste pour voir s'ils n'ont pas un truc un peu spécial pour Google. Soyez vraiment... N'hésitez pas à les creuser et puis essayez de comprendre un réseau. Si vous détectez un réseau, voilà, c'est vraiment un truc à faire en ce moment. Comprendre ce qui marche, ouais, chercher, tester et pas arrêter de dire aussi faire. Plutôt que réfléchir et pour avoir peur, n'hésitez pas à essayer de construire des codes et de les tester sur des sites qui ne sont pas forcément gagner de l'argent, mais essayez de valider vos intuitions. C'est beaucoup ça devient un travail de feeling aussi. Il y a les best practices aussi. Et Alors moi, je peux en parler pendant des heures. Alors le clocking, c'est... Alors le clocking, c'est l'acte de montrer quelque chose de différent à différents types d'utilisateurs au niveau de la navigation sur le web. Et donc cloquer pour Google, c'est une bonne opération pour tout.
pour ne pas montrer les contenus, pour montrer des contenus différents à Google, pour faire de la redirection habile sans le dire, etc., etc. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est aussi un outil qui est tout à fait légitime. Hein. Les moteurs de recherche se cloquent entre eux, par exemple, pour éviter de se prendre de la bande passante les uns les autres, notamment pour Yahoo, par exemple, qui a un portail avec des images. Si ils fournissent des images à tous les moteurs brutalement, ils perdent énormément en bande passante. Et le clocking, c'est impossible à détecter quand c'est bien fait. Un bon clocking sur IP, etc. La seule chose qu'on peut monitorer, c'est les temps de latence du serveur. Et de là à déterminer qu'il y a une latence supérieure parce qu'il y a un traitement beaucoup plus lourd quand on est le moteur que quand on est quelqu'un d'autre, c'est quand même un peu compliqué. Et donc, moi, enfin, avec mon frère, à titre professionnel, on conseille aux gens de faire du clocking plutôt que la plupart des autres choses, parce que objectivement, si c'est bien fait et si c'est fait de manière raisonnée, voilà, parce que moi je connais des gens, ils montraient des trucs absolument invraisemblables, un site, un blog de mes vacances en Thaïlande et en fait une redirection 301 vers quelqu'un qui vend des tickets d'avion, enfin des billets d'avion, ça c'est du clocking un peu, voilà. Mais si c'est quelque chose d'habilement fait, il n'y a pas de souci et ouais, ça passe très bien. Bah, ça dépend si on a été blacklisté ou pas. Voilà. Ah bah c'est sur l'IP, oui, oui. Le clocking se fait sur l'IP. Il faut monitorer par rapport à vos logs sur sur une longue période qui vient avec le user agent, faire un reverse pour trouver que les adresses sont bien celles de Google et d'autres bots. Et puis ensuite faire du clocking. Google s'est engagé à ne pas visiter les sites sous une autre et à ne pas utiliser l'information de ces visites sous un autre identifiant que les siens pour ces classements, et ils s'y tiennent. Donc voilà. Agent qui vient attaquer votre page, on identifie comme un Google bot, un des Google bots. Ce qu'on fait tout de suite, c'est qu'on fait un reverse pour être sûr que c'est bien une technique. Elles sont exposées, elles sont libres, on les veut par cœur. Et voilà, c'est le clocking. Ouais, c'est le bon clocking, ou en tout cas, je crois que c'est le bon clocking. Ouais, voilà, c'est pareil. Alors, moi je suis le mouton noir parce que je suis un anti-linking et un anti-clocking aussi. Moi je suis marketing, on fait du contenu, nous on a plein de clients, on a la BNP, on a des boîtes d'assurance, on fait que du clean et ça marche très bien. Il n'y a pas besoin, voilà. On n'a pas besoin d'aller dans tous ces univers-là, je sais pas. Ben voilà, enfin, on marche très. Non, mais mais même, non, mais on a vu plein de trucs, Trust, les citation flow, etc. Voilà, on en mange tous les jours aussi. Mais voilà, moi j'ai un seul critère, hein, c'est je regarde Google Analytics, je regarde les stats, faut que ça monte en trafic, point barre, ça monte en trafic et ça doit cartonner en conversion. C'est le seul truc qui nous intéresse. Donc on met en place plein d'actions. Si les actions permettent de monter en trafic et en conversion, c'est que c'est les bonnes. Voilà, j'avais fait une conférence à une époque, ça avait emmerdé tout le monde, qui s'appelait « Ne pensez plus position, pensez conversion », où je disais qu'il fallait arrêter de se focaliser sur le référencement et plutôt se focaliser sur son site. On voit quand même plein de sites qui essaient de ramener des tonnes et des tonnes de visiteurs sur leur site alors qu'ils ont un taux de conversion à 0,2, 0,3, 0,4. On va peut-être repenser à son site d'abord. Enfin voilà, c'est le seul clocking que moi je fais, c'est de l'A/B testing. Ça n'a rien à voir, mais effectivement, ils n'ont pas exactement les mêmes pages, mais le but c'est de trouver la page parfaite pour un maximum d'internautes. On peut faire une sorte de clocking en A/B testing aussi. Ça se fait de plus en plus. Non, on bosse avec Optimizely, qui est le leader mondial aux États-Unis, pour qui je fais des conférences. Donc du coup, on bosse avec eux. On est sympa. Je précise, j'ai pas testé les solutions françaises, mais je sais qu'il y a d'autres solutions. Et ouais, juste pour finir, heureusement que des gens font des vrais sites avec du vrai contenu qui permet de convertir. Comme ça, les mecs qui font de l'affiliation peuvent générer du contenu automatiquement en 30 secondes. Faire du clocking, comme ça, il n'y a que Google qui le voit. Et puis la version non cloquée, on pompe le vrai site qui convertit avec du bon contenu. Les autres. Concernant le clocking, vous dites que Google s'engageait à donner de l'IP. Je ne sais pas si on peut beaucoup les croire quand ils en sont sur eux-mêmes. Et le deuxième point, c'est il me semble que sur la partie POC, parmi tous les critères qu'ils ont, un des critères. Et puis, alors je vais laisser répondre Sylvain. Ils vont vous dire qu'ils ne font pas, ils créent une entité qui n'est pas plus d'eux.
Je vais laisser Sylvain répondre là-dessus, mais une des failles, c'est les quality writers aussi, qui manuellement là vont voir le site, et si c'est pas la même chose que ce qu'on montre à Google. Sur dénonciation, ouais, il l'a dit doucement, mais Ouais, alors c'est ça, c'est qu'il y a deux choses. Il y a le clocking mal fait sur user agent uniquement, mais Google le voit puisqu'il vient avec une IP, mais plusieurs IP, voilà, ça c'est pas le. Aussi, oui, tout à fait. Alors par contre, après, effectivement, les quality raters, eux, ils sont tous externalisés d'ailleurs en grande partie pour cette raison-là. Il y a une boîte, enfin par exemple pour l'Europe, c'est comment il s'appelle Lion, non, je sais plus. Enfin bon, il y a une boîte qui est spécialisée en Europe pour faire le quality rating pour Google. Alors, c'est le quality rater typique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est étudiant ou au chômage et qui est chez lui à faire de la notation de page web. Hein. C'est voilà, comme ça que ça se passe. Les quality raters, eux, ils peuvent mettre des pénalisations par rapport à ce que eux voient. Mais ça ne sera pas un blacklistage, ils pénaliseront par rapport à ce qu'ils verront. Mais pourquoi on fait du clocking? Pour cacher à l'utilisateur un truc qui est entièrement fabriqué pour le moteur, qui est absolument dégueulasse, qui est illisible, qui est tout ça. Et donc le quality rater, quand il tombe dessus, il le pénalise. Mais on est pénalisé par rapport à ce qui a été cloqué et pas par rapport au fait qu'on le cloque. Voilà, c'est différent. Parce que sinon, on pourrait être blacklisté. C'est différent. Mais effectivement, en théorie, c'est mal. Il pourrait le faire en regardant avec une autre IP, etc. Il y a eu Pingouin pour linking, Panda, ils vont nous retrouver un petit animal noir et blanc pour le clocking à un moment. Voilà, c'est sans fin cette histoire, c'est ça le problème. C'est qu'à chaque fois qu'on essaie de contourner, le danger c'est qu'après, quand Google change une virgule sur l'algorithme, ça plonge. Et ça peut vite plonger, très vite. On a vu un exemple tout à l'heure, moi cet après-midi je vous en montrerai un d'un site qui est passé de 1 million, je crois c'est 1 600 000 visiteurs par mois et qui a plongé à 500 000 en 4 jours. Et là il n'arrive pas à remonter. Ils ont tout perdu. Hein. Voilà. Tout perdu à cause de toutes les astuces de linking, de clocking, de duplication, voilà. Et ils sont mal, ils sont très très mal. Le premier Penguin, justement, on en a vu, moi j'en ai vu arriver et ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur parce que les gens ils arrivent, voilà, et ils sont obligés de licencier et bon, bah, ils avaient abusé jusque-là et voilà, ils peuvent tomber en 4 jours, mais remonter, ça peut prendre des années. Donc restez prudent, restez naturel. Juste un petit mot parce que pardon. Là on parle de clocking qui est quand même une technique qui est interdite par Google. Mais le truc, c'est que ça va plus loin en fait en termes de SEO, parce que ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui, et ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera plus demain. Je veux prendre l'exemple d'une des dernières annonces de John Mueller, qui a annoncé que Google ne prendrait plus en compte, par exemple maintenant, le contenu qui n'est pas affiché directement dans la page. C'est-à-dire que d'un point de vue ergonomique pour l'utilisateur, au lieu de lui faire une page qui fait 15 km de long, voilà des petits onglets où, je ne sais pas, si c'est une fiche produit, on peut avoir un onglet descriptif, un onglet, par exemple, les avis, un onglet, j'en sais rien, description, produits assimilés, etc. Et donc, ce qui, entre guillemets, était plutôt bien, à moins que je sois le seul à aimer à ne pas aimer du moins les pages qui font 15 km de long, mais d'un point de vue expérience utilisateur, c'était quand même un gros plus, entre guillemets, quoi. Son site informatique, la description, moi j'achète un disque dur, j'y connais rien, il faut une description simple. Pour le techos pur et dur, il clique sur son onglet, il connaît l'alliage, le machin, il a toutes les infos. Et puis ça, c'est une connerie. Et non, mais on est tout à fait d'accord. Et là, pourtant, c'est absolument pas une technique borderline, quoi. Je veux dire, tout le monde faisait ça et c'était absolument pas dans un but de manipuler l'algorithme. C'était vraiment d'un point de vue expérience utilisateur. Entre guillemets, Google, c'est ce qu'il nous demande. Faites des sites qui soient utiles et intéressants pour l'utilisateur. De mettre une follow. Des nouvelles pages, on va être obligé, pour en savoir plus. Enfin, je veux le descriptif technique, on va faire une page. Et c'est ce qui t'oblige à faire finalement. Alors très bien, parce que pour le limite, pour le référencement, c'est excellent. Mais par contre, à condition que tes pages soient suffisamment fournies, parce que si tu recrées une page pour mettre tes 3 lignes de descriptif, tu vas te prendre un petit panda derrière les oreilles. Ouais, non mais c'est ça. Ouais, j'ai fait un test et pour l'instant ça n'a rien changé. J'ai inventé un mot-clé que j'ai mis dans un onglet, il est toujours pris en compte pour le moment. Mais en étant totalement bête et absurde et en poussant la logique jusqu'au bout, le positionnement en CSS de certains blocs ou des divs, c'est exactement la même chose. Entre guillemets, vous désactivez le CSS, vous n'avez plus la même présentation. Voilà. Et est-ce que ça, c'est pas limite aussi? C'est bête, mais voilà, c'est Google décide. Vous n'avez pas le choix. Eh ben non, tu n'es pas obligé, mais. Du coup, j'ai une question. Est-ce que tu penses qu'ils lisent les CSS, qu'ils lisent les JavaScript, et dans ce cas-là, si tu veux cacher un peu des choses en
en étant sérieux, serein quand même, ne pas trop le faire, tu empêches via le robot texté d'avoir accès à tes CSS/JS, ou ça peut être un mauvais point pour ton site d'essayer de le bloquer. Google a décrété qu'il ne va pas déclasser, mais il favorisera entre guillemets les sites voilà, qui donnent toute la transparence sur ce qu'ils font. Et donc notamment si vous bloquez le CSS, si vous bloquez le JS au robot de Google, Google pourra décider, pas de vous pénaliser, mais de privilégier un autre site qui sera par exemple à égalité avec vous, lui à porte ouverte, il montre tout, etc. Voilà, Google, ce qu'il veut voir, c'est il faut qu'on lui présente la même chose que ce que l'internaute voit maintenant. Donc voilà, d'ailleurs, je crois que, pour en revenir sur les images où tu en as pas mal parlé, il y a une technique qui consistait aussi à éviter le hotlinking. Donc le hotlinking, si vous ne savez pas ce que c'est le fait, en fait d'utiliser l'image qui est sur un autre site. Donc ça évite de manger de la ressource serveur sur le vôtre, par contre vous piquez sur les autres. Donc il y a beaucoup de spammers ou de sites qui utilisaient ce genre de choses. On pouvait décider de le bloquer, sauf que Google a par exemple décrété qu'il y aurait entre guillemets une mini-sanction pour ceux qui refusaient de faire afficher leurs images sur Google via ce genre de technique. Donc on est toujours obligé de choisir à un moment donné entre ce que veut Google, ce que les autres font pour nous enquiquiner et ce que veut l'utilisateur entre guillemets, quoi. Donc c'est vraiment un gros travail de compromis et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire de la veille et se tenir à jour sur plein de choses, quoi. On va pas tarder, c'est bientôt prêt. Je voulais juste, on parle beaucoup de Google, c'est quoi les autres moteurs et pourquoi on les utilise? Alors c'est pas pour rien que je pose la question. Moi j'utilise Yandex parce que j'ai des clients qui visent le marché russe, voilà. Mais sinon en France... Ouais, alors moi j'utilise Quant, mais je vais vous dire pourquoi, parce que je fais office de conseiller scientifique pour Quant, donc voilà, donc un moteur qui est sur le... alors qui plaît à ses utilisateurs pour ça et qui est actuellement en train de se lancer en fait, puisqu'il est récent et avec un déploiement des algos au fur et à mesure qui s'est très nettement accéléré dans les 6 derniers mois en fait, depuis à peu près la rentrée. Voilà. J'ai une question parce que là vous avez beaucoup parlé de Google, c'est vrai qu'en France c'est une place assez importante, c'est vrai qu'aux États-Unis les choses sont avancées. Ouais, alors le truc. Pourquoi on se référence pas? Pourquoi il y a toujours cette classification ou ce positionnement par rapport à Google alors que c'est plutôt français? Ouais, alors il faut voir que les gens qui sont là sont des référenceurs qui vivent de l'argent qui passe par ces sites. Et donc la question, c'est pas tant les parts de marché qui comptent en termes de visibilité, mais les flux de revenus qui sont associés. Et par contre, il y a une asymétrie. Il y a des trucs qui, selon selon les segments de marché, c'est tel ou tel moteur. Par exemple, à une époque, il valait mieux dans certains secteurs être sur MSN, donc qui est maintenant Bing, plutôt que sur Google, parce qu'il y avait une autre clientèle. Et donc selon la clientèle. Ah oui, toujours, moi je n'ai pas suivi après, mais... Ouais. Nous, dans le crédit, nous, on l'a testé avec les campagnes ads, et on se rend compte que les campagnes, même si Bing Yahoo, c'est 10% à tout casser du trafic en France, par contre, si on cible des gens qui potentiellement sont plutôt équipés d'un PC sur lequel il y aurait plutôt Internet Explorer, par exemple, et qui donc vont se retrouver avec Bing Yahoo par défaut, qui sont dans plein d'univers, dont la sécurité sociale, crédit, plein de choses, on s'est rendu compte que les campagnes de pub, elles ne font pas des volumes délirants, par contre, marchent bien, marchent très correctement. Après, juste par rapport à ce que vous avez dit, Google, en gros, dans le monde entier, si on prend hors États-Unis, tous les pays démocratiques, c'est plus de 90% du trafic, enfin 90% des recherches, juste pour les pays démocratiques. Après, quand la démocratie est un petit peu moindre, Chine, Russie... et d'autres pays, là, Google effectivement a moins de présence. Les États-Unis, le fait que Google soit un peu moins présent, c'est la loi antitrust. S'ils étaient présents à 90%, ils passeraient sous contrôle de l'État, donc il laisse Yahoo avec ses 30 points de part de marché. Voilà. Et pour attaquer le même genre de cible dont tu parlais, il y a le moteur. Oui. Oui. Il est là, il est présent à l'installation. Il est dans la salle, d'ailleurs. Je me permets, mais c'est vrai qu'il est à l'installation. Les clients, ils sont là aussi.
Page d'accueil. C'est ce moteur qui change ta page d'accueil par défaut là? Ouais. Je ne vais pas pouvoir polémiquer forcément, mais non, ils sont là aussi. Et les moteurs ne le font pas. Enfin, Les vendeurs de matériel ou de choses comme ça. Je sais pas, je disais par provoque. C'était gratuit. C'est de la provocation gratuite et il est un petit peu comme ça, lui. Pour revenir à ce que disait il y a des secteurs thématiques où, en fait, dans les industries, les moteurs de recherche sont imposés. Pardon, j'ai pas la voix qui porte. Ouais. Typiquement, dans l'éducation nationale, par défaut, sur tous les ordinateurs, vous allez quasiment vous retrouver avec du MSN ou des choses comme ça. Ouais, non, mais enfin, voilà. Et je veux dire, je reprends ma casquette de bosseur de niche. Ok, je vais regarder qu'est-ce qui peut intéresser l'éducation nationale qui serait super facile à positionner sur des moteurs de recherche alternatifs où il n'y a personne qui va s'enquiquiner là-bas. En fonction de l'époque de l'année aussi. Exactement. Donc ça va vraiment dépendre. Enfin, on parle de Google parce que en France, j'ai les chiffres tout à l'heure sur les slides, je les connais pas par cœur, mais je crois que c'est 89, 93 ou un truc dans ce style de personnes qui font des recherches qui utilisent Google. Sauf à avoir vraiment une raison très particulière. Pourquoi est-ce que j'irais m'enquiquiner à bosser pour un autre site qui va me coûter, enfin un autre site, un autre moteur de recherche qui me coûtera pas de l'argent et où le ROI sera pas forcément là quoi. Sauf en ads. Parce qu'en ads, on peut utiliser les campagnes Google AdWords. Et ads, voilà, on n'est pas. Si on devait travailler le référencement pour un site, pour Yahoo, Bing, déjà je ne sais même pas comment on ferait parce que je ne suis même pas sûr qu'on soit tous très doués là-dessus. Mais voilà, ce serait le même boulot. Je fais un boulot de référencement. Pour Google, ça me prend tant de temps. Pour Yahoo Bing, ça va me prendre le même temps pour me rapporter peanuts, quoi. Alors qu'effectivement, en ads, par contre, là, il y a des... C'est plus facile sur Bing, hein, moi je trouve. Oui, mais c'est juste que j'ai même pas envie de m'y pencher. Ce qui marche bien sur Google marche aussi là-bas. Ouais, mais c'est juste qu'on regarde pas. Parce que C'est passé à côté d'un business potentiel. ça ramène rien. C'est un pourcentage. Et comme tu dis, un pourcentage, quand tu le dis, À un moment, j'avais un pote qui avait un site qui s'appelait Senior Formation. C'était le record que j'ai vu trafic Yahoo Bing. Il était à 30% et quelques de trafic qui arrivait effectivement de Yahoo Bing. Senior Formation, il portait bien son nom. Voilà. C'est comme les navigateurs. Moi, je m'amuse à faire des comparatifs. On ouvre de Analytics au bureau, il s'amuse beaucoup avec moi. En fait, il m'ouvre toutes les pages Analytics de nos clients en montrant l'ordre des navigateurs, les plus utilisés, et je dois trouver quel est le client. Voilà. Ah ouais, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Sur des sites de fringues, hype, top niveau, grande marque, etc. C'est Safari qui arrive en premier. Voilà, Safari, Mac, iPad, etc. Voilà, moi j'ai les stats, je bosse pour la chambre de commerce, pour l'aéroport de Marignane. Ben voilà, sur certains, c'est Internet Explorer direct premier. Puis quand vous regardez les versions, quand je dis Internet Explorer 6, il y a des développeurs qui devraient se plonger dans Analytics de temps en temps et regarder ça parce qu'ils seraient effarés. Les versions Flash, c'est pareil. Il y a des mecs qui mettent absolument jamais à jour leur navigateur et c'est une catastrophe, Et ça, c'est des stratégies aussi, ça va avec le référencement. Et moi, juste un petit point, en dehors du référencement, dans le milieu algo du web, etc., on a tendance à parler que de Google parce que c'est quand même, ils sont très nettement au-dessus des autres en R&D quand même, il faut bien le dire. Je veux dire, quand on regarde les autres moteurs, on prend Bing, ils ont viré tout leur labo de la Silicon Valley en septembre dernier, ils ont arrêté de faire de la vraie R&D par exemple, pour la prendre ailleurs. Donc c'est les seuls qui ont vraiment, qui sont sur la frontière de la R&D qui est très proche de la recherche académique avec des vraies équipes de recherche, etc. Oui, c'est vraiment autre chose. Oui, il y a des choses qui font rêver, il y a des effets d'annonce, mais même sur les technologies des moteurs, notamment pour le filtrage anti-spam, pour je sais pas comment on le dit, le tracking utilisateur, parce qu'il faut bien le dire comme ça, ils sont très au point. Et donc, d'un point de vue technologique, il y a quelque chose à dire. Il y a beaucoup moins à dire sur d'autres moteurs. Voilà. Yahoo a annoncé il y a 2 jours, là je crois, qu'il fermait sa branche au Québec, donc licenciement de toute la branche Yahoo au Québec. Et petit point qui peut aussi faire réfléchir, Google a, alors je sais pas John Mueller, je sais plus comment il s'appelle, un autre américain a déclaré dans une interview que de toute façon l'avenir de Google n'était pas dans le search. Donc Google sait très bien que son avenir n'est pas dans le moteur de recherche, mais dans tout ce qu'il va pouvoir faire à côté. On est d'accord. Pourquoi est-ce qu'il investit dans le médical, dans les transports, dans la robotique pour les armées? Voilà, Google est tout à fait conscient de... Le moteur de recherche pour Google dans 10 ans,
20 ans, c'est la petite marotte, c'est le petit truc qui nous a mis au départ. Ça lui a juste servi à financer ses projets. Et maintenant, c'est un détail pour eux. Et c'est ça, il ne faut pas oublier un truc, c'est pas pour les référenceurs qui sont dans la salle que je le dis, mais c'est pour nos hôtes d'Orange. Quel est le métier de Google? Google n'est pas un moteur de recherche. Google, c'est une régie publicitaire. Il ne faut pas oublier ça. Je sais pas, mais c'est... Google en France, cette année, 87%, c'est 1,5 en France, 1,5 milliard d'euros logiquement en 2014, ils auront fait ou ils ont fait entre 1,5 et 1,8 milliard d'euros de chiffre en France avec les AdWords. 0 € de TVA reversé. Et des équipes de R&D qui sont principalement sur l'aspect enchères combinatoires, théorie des jeux pour les publicités, plus que sur le search. C'est là où il y a le plus gros effort de recherche également. Tout à fait. Ils nous ont, c'est presque installé les informations de quel est le mot-clé qui a été cliqué dans la SERP. Je veux dire, ils nous ont dit, clairement, maintenant, vous le saurez plus à hauteur de 90%, 80% des mots-clés. 98%. Ah, il y a des secteurs où tu ne sais plus du tout quel est le mot-clé qui a fait arriver. Ils ont développé les Webmaster Tools à 800 à l'heure, c'est-à-dire que le volume de mots-clés présents dans les Webmaster Tools explose, ouais. Non. Et on a plus de précision mathématique qui était jouissive avant de se dire, voilà, j'ai mes listes de mots-clés, mes listes de clics, je suis positionné comme ça, je peux retravailler mon truc. Maintenant, les Webmaster Tools, c'est un peu vague, on a un volume d'impression, un volume de clics, nos positions moyennes, mais voilà. Il y a un produit en alpha qui vient de sortir qui s'appelle Search Impact pour les Webmaster Tools qui redonne tout. Tout. Il y a un Analytics SEO qui Ah non, il est dessus là. Moi j'ai reçu une invitation hier. C'est en alpha. Il y a tout. Voilà. C'est extrêmement puissant. Search Impact. Et c'est dans Google Webmaster Tools. Donc. Analytics SEO sur nous on bosse avec Analytics SEO, et là, je rappelle des partenaires, c'est le logo qui est même là. Eux ils ont développé un outil qui est pas trop mal aussi, qui permet en fait, c'est des croisements, c'est de l'algo, c'est des croisements entre Webmaster Tools, les mots analytiques, les historiques, les positions, etc. pour nous donner notre volume de notre provided et essayer de récupérer un peu le volume. Mais c'est pas parfait quoi. La question est plutôt de se poser pourquoi il faut avoir tout d'alerte maintenant à ce niveau-là. Pourquoi avoir tout enlevé maintenant Tout enlever c'était pour les AdWords, voilà. Tu fais des AdWords et comme ça, voilà. Non, mais les enlever, c'était pour les AdWords. Après, je suis pas certain qu'ils rétro-pédalent trop, on va voir. Non, mais on va voir. J'attends de voir. Putain, merde, j'avais pas 150 000 à mettre dedans. Non, mais voilà, il existe une version Analytics non bridée. Mais il y a 150 000 €. C'était en dollars, je sais même pas. 150... Si c'est par mois ou par an, là. Bah, à ce niveau-là. Mais tu regardes Internet. Ouais, non, mais. Bon. Si ça va pour tout le monde, on va se diriger vers le déjeuner qui se trouvera là.